C'est bon, on commence? Tout le monde est là? Oui, madame, je pense qu'il D- faut y aller. D'accord, d'accord. Il y a C'est même... Ahmed, enfin, vous voulez qu'on commence? Bismillah, je crois qu'il est temps, comme ça, là. Ça va, il y a suffisamment de monde, on peut commencer. d'accord. Parfait. D'accord. Bismillah. Bismillah, ma قلت يا أستاذ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir tout le monde. On vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par le CHU Tanger Tétouan Al Hoceima sous le thème les soins infirmiers et Covid-19. C'est à l'occasion de la journée internationale de l'infirmier. C'est une journée qui est célébrée chaque année le 12 mai. C'est une occasion pour rendre hommage aux différents héros de la santé, les infirmiers et les techniciens de santé, pour leur rendre hommage, car nous constatons tous que l'infirmier est toujours présent dans les combats de la santé, dans les crises, dans les défis de la santé, toujours au front, même dans les premières lignes de la prise en charge des patients. Et la pandémie Covid-19 est une preuve parmi d'autres. Donc, c'est une occasion pour rendre hommage aux infirmiers et c'est une journée internationale. D'ailleurs, il y a même des infirmiers de Genève qui sont connectés avec nous ce soir. Donc, avant de présenter le programme scientifique, je donne la parole à monsieur le directeur du CHU Tanger Tétouan Al Hoceima, professeur, mon maître, professeur Harif, pour introduire cette journée. À vous la parole, professeur Harif. Bien, merci, madame Mrad. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de voir cette journée célébrée par tout le corps, je dirais, soignant et professoral de notre région. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce type de manifestation se tenir malgré la situation exceptionnelle que vit le pays. J'ai eu tout à l'heure, j'étais en conférence avec des collègues en France, et en France, il n'y a pas trace d'une manifestation en l'honneur des infirmiers à l'occasion de cette journée. Donc, c'est vrai qu'ils honorent les infirmiers, ils disent tous les jours, mais ceux que je connais qui sont de Paris, de Nancy et d'une autre ville en France, ben, il n'y a aucune trace et ils ne fêtent même pas cette journée. Donc, nous sommes vraiment fiers de voir ça se faire chez nous, et particulièrement dans notre région du Nord, qui connaît beaucoup de dynamique et qui, on l'espère, sera bientôt une des régions où l'innovation, le développement de l'offre de soins seront de mise. Je voudrais ici rendre beaucoup hommage à ceux qui ont fait que cela soit possible, et à leur tête, Madame Amrat, c'est elle qui a, avec Madame Siham Moutassdiq et tous ceux qui sont autour d'eux, c'est eux qui ont fait tout le travail. Et je voudrais ici leur rendre hommage pour cela et pour toute la dynamique qui est faite autour des soins infirmiers en oncologie, et maintenant c'est un peu élargi en dehors de l'oncologie. Donc je ne peux que me féliciter de voir cette manifestation se tenir, et je suis d'autant plus fier, si je peux dire, que ça prend la forme d'un webinaire. Donc non seulement on le fait, mais on le fait de manière moderne, et j'espère que cela ouvrira la voie à un support ou un nouveau mode je dirais, de communication et de développement et de formation et de collaboration entre tous je dirais, les acteurs du système de santé dans la région. Donc c'est vraiment une source de fierté pour moi. Je peux juste vous confirmer notre engagement en tant que CHU, et je pense que M. le doyen aussi le confirmera par la suite aussi, à soutenir ce type de dynamique, à soutenir le corps soignant d'une manière générale et les infirmiers en particulier. Il n'y a pas lieu ici de revenir sur l'importance du rôle infirmier dans les soins. Aucun progrès ne peut être fait si les infirmiers ne sont pas embarqués dans le progrès, et dès le départ. Il faut non seulement qu'ils soient embarqués, mais il faut qu'ils soient aussi leaders, et j'espère qu'on développera un véritable leadership infirmier dans notre région. Et nous manquons cruellement
de véritable leadership infirmier. Et ce n'est pas parce qu'il manque, mais juste parce que l'occasion ne leur est pas donnée, mais il n'y a aucune raison qu'on ait des infirmières qui font de la recherche, des infirmières qui font de la pédagogie, de la formation, des infirmières innovantes qui participent à l'innovation dans l'offre de soins. Donc voilà notre rêve collectif, j'espère qu'on le réussira. Je ne sais pas, Madame Mrabet va nous parler peut-être d'un projet, un projet de revue. Nous sommes en train de travailler sur un projet de revue, je pense qu'il est presque finalisé, Madame Mrabet pourra nous dire un mot, revue de l'infirmière. C'est une des premières nationales, j'espère que vous y contribuerez. Il y a aussi une plateforme e-learning concernant le Covid, donc, à laquelle que vous pouvez utiliser, qui a été mise en place par le CHU et les enseignants de la faculté. Et donc, voilà. Donc, sans trop tarder, je remets le micro à Madame Mrabet pour la suite des présentations. Encore une fois, toute ma fierté et mes félicitations à ceux qui ont rendu cela. Bien sûr, il faut remercier les laboratoires Roche de leur soutien. C'est eux qui nous ont offert cette plateforme. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci, professeur Harif. C'est grâce à vos encouragements. Vous êtes toujours à nos côtés. Merci beaucoup. Donc, avant de vous présenter juste rapidement la revue de l'infirmier, je cède la parole à mon maître, professeur Ahlet, monsieur le doyen de la faculté de médecine de Tanger, qui est toujours aussi à nos côtés, qui collabore toujours avec nous. Monsieur le doyen, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci Fatima Zahra. Je voudrais d'abord dire bonsoir à tout le monde, un clin d'œil particulier, monsieur le directeur, et nos amis de. Je suis content qu'ils assistent avec nous, ça fait vraiment plaisir. Espérons de les voir et de leur parler de vive voix, lundi, Inch'Allah. Alors, d'abord féliciter et saluer l'ensemble du personnel infirmier de la région Tanger-Tétouan-Hoceima. Je voudrais aussi donc rendre hommage à l'infirmier général pour la belle démonstration de dévouement, d'abnégation et de sacrifice dont elle a fait preuve ces derniers temps depuis l'alerte sanitaire. Je voudrais saluer aussi l'esprit dans lequel se déroule cette soirée-là. Je vois toutes les catégories de personnel de la santé, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens. Ça fait vraiment plaisir. Enfin, je voudrais vous saluer particulièrement, Fatima Zahra, pour votre acharnement et votre présence. Cette soirée réussie, c'est en grande partie grâce à vous. Merci à tout le monde et à vous la parole. Merci, monsieur le doyen, professeur Ahlet. Voilà, il y a professeur Harif. Donc, avant d'introduire la journée, il y a professeur Harif qui a parlé d'un projet scientifique. C'est celui d'une revue scientifique. C'est une revue de l'infirmier. C'est une revue qui est dédiée à l'occasion de la Journée internationale de l'infirmier. Une revue scientifique pour rendre hommage aux infirmiers, pour valoriser les compétences de l'infirmier et aussi pour améliorer tout ce qui est savoir pratique et savoir procéduraire pour l'infirmier. Et c'était le temps d'avoir une plateforme scientifique spécialement dédiée afin que l'infirmier soit à la page d'une science, voilà, de la science continue. Et la particularité de cette revue, dont le nom c'est Au cœur des soins, le nom déjà ça reflète la réalité parce que les infirmiers sont au cœur de la prise en charge des patients. La particularité que c'est la rédactrice en chef, c'est une infirmière, c'est une cadre infirmière du CHU de Tanger-Tétouan-El-Hoceima, c'est Madame Moussa Saddeq Sihem. C'est elle qui a proposé pratiquement toutes les rubriques de la revue. Je pense, c'est Adil, est-ce que vous pouvez partager la revue? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Juste, j'ai demandé à professeur Nejdi s'il peut partager la revue rapidement. Oui.
Donc, en attendant le partage, j'étais en train de dire que c'est Madame Moutasaddeq, une cadre infirmière au CHU. C'est elle la rédactrice en chef. C'est elle qui a choisi le nom au cœur des infirmiers. C'est elle qui a choisi les rubriques de la revue. Et dont le comité de rédaction est constitué de plus de 50% des infirmiers. Et la majorité, je dirais plus que la majorité, 95% des articles ont été rédigés, écrits par des infirmiers et des techniciens de santé. Donc, je leur dis bravo. Voilà, c'est une revue dont on aura, Inch'Allah, 3 numéros par an. Le premier numéro, c'est celui-là. Le deuxième, c'est en décembre. Donc, voilà, on partage juste rapidement avec vous la forme et le contenu. On a fait le numéro spécial, un spécial Covid-19 pour ce premier numéro. Voilà, puisque ça coïncide avec la pandémie Covid-19. Et voilà les rubriques dont j'ai parlé. Il y a la rubrique Actu Soins, dont on parle des actualités. Là, il y a la rubrique Savoir pratique, la rubrique Dossier spécial, donc c'était le dossier Covid-19. Il y a rubrique Pôle d'excellence, il y a rubrique Zoom sur une équipe. Et dans ce numéro spécial, on a fait Zoom sur une équipe de la réanimation de Mohamed VI, vu le travail d'équipe, d'efforts qu'ils fournissent chaque jour pour les malades Covid-19. Donc, on n'a pas bien sûr la version imprimée, vu les conditions actuelles et le risque de contamination. Il n'y a que la version téléchargeable. Donc, vous aurez à la fin de ce webinaire un site ou le lien pour télécharger le PDF de la revue directement du site du CHU de Tanger, Tétouan El Hoceima. Et vous aurez aussi une adresse mail de la coordinatrice si vous voulez envoyer des articles pour le prochain numéro ou si vous avez des propositions. Donc voilà, merci beaucoup. C'est bon, je pense, vous m'entendez? Oui, bien sûr, on vous Très, entend. très bien. D'accord, j'ai l'impression que je parle toute seule. Non, Non, on a D'accord, tout d'accord. est. On vous D'accord, entend donc très bien, juste- Stéda. Merci, merci. Donc, juste avant de commencer la réunion scientifique, il y a quelques recommandations à suivre, s'il vous plaît. Essayez d'utiliser des écouteurs pour éviter les échos. On va vous mettre tous en mute pour ne pas déranger l'audio, s'il vous plaît, les orateurs et les modérateurs, s'il vous plaît. Celui qui veut prendre la parole, même pour les orateurs et les modérateurs, il doit s'assurer que le micro est activé. Aussi, s'il vous plaît, pour les participants, si vous voulez poser des questions, il faut les poser directement sur le chat qui est du côté droit de votre écran ou sur la conversation. Et c'est aux modérateurs qui vont choisir les questions les plus pertinentes ou les plus importantes pour les poser. Et juste, il faut bien préciser l'orateur à qui vous voulez proposer ou poser vos questions. Et je voulais vous dire aussi, désactiver les caméras. C'est seulement l'orateur qui est en train de présenter ou les modérateurs qui vont laisser leur caméra pour ne pas alourdir la plateforme. Et enfin, je vous informe que la session est enregistrée. Et bien sûr, j'oublie pas de remercier l'équipe de Roche pour leur soutien, pour leur accompagnement, pour tout ce qui est logistique et technique. Merci beaucoup l'équipe Roche. Donc voilà, on commence la session sans trop tarder. Il y aura 3 sessions et qui sont les 3 sessions dédiées aux activités de soins infirmiers et Covid-19, donc concernant toutes pratiquement les spécialités. Et la plupart des présentations et des communications sont faites et qui seront présentées par des infirmiers ou des techniciens de santé. Je leur félicite parce que en plus du stress des gardes et la prise en charge des patients Covid, ils avaient aussi un stress de plus de préparer les communications. C'est leur effort personnel. Ils ont fourni un effort important. Je le remercie énormément. Donc, je cède la parole au modérateur de la première session, monsieur le doyen professeur Ahlet et monsieur le directeur du CHU, professeur Harif. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, à vous. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Je voulais juste rajouter que la revue, c'est fantastique qu'on ait une revue des infirmiers. J'espère que vous serez tous mobilisés pour l'enrichir. Je voulais aussi dire que cette revue a une production purement locale puisque en plus de la production du contenu, la mise en page a été faite par un infographiste de la faculté de médecine
de Tanger. Et donc, il faut rendre hommage à l'équipe de la faculté qui est totalement engagée avec nous dans cette dynamique. C'est une vraie, je dirais, collaboration et intégration des efforts et motivation collective. Merci à tous. Donc, comme a été précisé par Madame Rabat, nous avons une majorité de présentations qui sont faites par les infirmiers. Ils ont été encadrés par des médecins. J'espère qu'il y aura de plus en plus entre parenthèses, de présence des infirmiers dans la présentation et dans la production scientifique. La première session, il y a quatre thématiques. Il y a Madame Siam Motasdek qui va nous parler du rapport l'OMS 2020 sur la situation du personnel infirmier dans le monde. Par la suite, professeur Njdi va nous parler du profil épidémiologique du Covid-19 au Maroc à ce jour. Ensuite, Dr Rjouani, pharmacien du CHU, va parler de la solution hydroalcoolique ou des produits hydroalcooliques pour être plus juste, de la fabrication à l'utilisation. Et puis, M. Moussaoui Adil va nous parler des investigations d'un contact Covid-19. Voilà, donc les présentations seront faites successivement et on gardera une dizaine de minutes après pour répondre aux questions. Voilà. Si vous êtes d'accord, on commence par la première présentation avec Madame Siam Motasdek. D'accord, merci à vous, professeur. Siam. Merci à vous, professeur. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Merci à vous, professeur Al-Marag. Merci à tous nos enseignants, chers collègues infirmiers, infirmières. Donc, ce soir, c'est notre jour, c'est notre journée internationale de l'infirmier. Donc, cette journée, c'est un grand merci pour tous nos infirmiers, étant donné moi-même, qui sont devant le front, bien sûr, dans cette pandémie. Nous allons gagner la bataille, mais aussi, nous allons aussi lutter pour que ce soit vraiment un personnel infirmier qui, bien sûr, qui va évoluer et également qui aura, bien sûr, toute sa contribution pour le système de santé. Alors, cette année-là, normalement, donc l'année 2020, c'est une année qui a une certaine particularité dans le sens où c'est une année qui commémore, bien sûr, le 200e anniversaire de Florence Nightingale, la doctrine des soins infirmiers modernes. Et également, cette année, c'est aussi l'année où la première fois le rapport de l'OMS, bien sûr, au personnel de l'infirmier, et donc il a été élaboré à la veille, ou bien plutôt lors de la journée internationale de la santé. Ce rapport, bien sûr, il décrit en long et en large que c'est l'année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. Alors, la situation du personnel infirmier dans le monde, donc comme vous voyez ici sur ce slide, c'est un investissement dans l'information, l'emploi et le leadership. Donc, c'est un rapport qui a été élaboré par l'OMS en coordination avec le Conseil international des infirmiers et bien sûr Nursing Now. Alors, pour vous mettre dans le bain, donc, le Nursing Now, c'est une campagne mondiale qui durera pendant 3 ans, destinée à améliorer la santé en relevant le statut et bien sûr le personnel infirmier. Donc, c'est un programme qui est mené en collaboration avec l'Organisation mondiale de santé et bien sûr le Conseil international. Et je cite aussi en bas du slide qu'il y a notre Nursing Now Morocco. Comme vous voyez ici, donc les équipes qui travaillent acharnement pour ça et on leur dit un grand hommage et un grand merci. Alors, à titre, bien sûr, d'information, le Conseil international des infirmiers, bon, c'est une fédération fondée en 1899, donc elle regroupe 130 associations nationales d'infirmières, donc représente presque 20 millions d'infirmiers et d'infirmières dans le monde. Donc, le Conseil international des infirmiers, il vise bien sûr à améliorer les progrès dans les connaissances en sciences infirmières au niveau mondial et rendre une profession infirmière qui constituera une force de travail compétente et satisfaisante. Alors, l'Organisation mondiale, je ne citerai pas, on sait c'est quoi l'Organisation mondiale. Donc, cette année-là, elle a proclamé l'année internationale du personnel infirmier et des sages-femmes, comme je vous ai dit, bien sûr, à l'introduction de cette présentation.
Alors, pour cette synthèse, normalement, c'est un résumé d'orientation. Donc, ce premier rapport sur la situation du personnel infirmier et il met en exerce l'investissement dans la formation, l'emploi et le leadership. Alors, ce rapport, il est publié alors que le monde, il assiste actuellement à un engagement politique sans précédent en faveur de la couverture sanitaire universelle. Donc, cette publication, c'est un état des différentes conditions dans lesquelles évolue la profession infirmière de par le monde. Dans ce document basé sur des données recueillies aux alentours de 191 pays, donc l'OMS identifie les domaines prioritaires d'investissement pour soutenir la profession infirmière et s'engager bien sûr à mener les actions pour pérenniser les progrès jusqu'en 2030. Alors, le directeur général du Conseil international des infirmiers, la présidente du Conseil... Alors, le directeur général du Conseil international des infirmiers, la présidente du Conseil international des infirmiers, ils disent à haute voix que dans l'intérêt du peuple et sa sécurité économique, il faut investir dans les soins infirmiers et bien sûr qu'on mérite des meilleures conditions et plus d'investissement, sachant que le personnel infirmier forme le plus vaste groupe professionnel du secteur de santé, représentant environ 59% des professions de santé. Le rapport de l'OMS également cite en grand et en large: aucun programme d'action sanitaire mondial ne peut être mené à bien sans des efforts concertés et soutenus pour tirer le meilleur parti du personnel infirmier et de leur contribution aux équipes médicales interprofessionnelles. L'OMS, elle appelle le gouvernement à investir pour intensifier la formation du personnel infirmier, à créer au moins 6 millions de nouveaux emplois supplémentaires d'ici 2030 pour compenser les pénuries attendues, à renforcer le leadership qui doit jouer un rôle influent dans la formulation des politiques sanitaires et la prise des décisions. Donc, les orientations futures des politiques relatives au personnel infirmier. Tous les pays doivent prendre des mesures pour soutenir ce projet. La plupart des pays peuvent y parvenir avec leurs propres ressources et les pays qui ont besoin d'une aide de la communauté, nous, c'est-à-dire l'OMS, peuvent consacrer une part de plus en plus importante des investissements dans le capital humain, à l'économie, des soins, de santé et de la prise en charge sociale. Ces investissements permettront aussi de progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable, ce qui aura des retombées positives en termes d'égalité entre les sexes, d'autonomisation économique des femmes et d'emploi des jeunes. Dans ce rapport également, on a des états des données disponibles en 2020. Donc déjà, il y a une augmentation de participation des pays. On est actuellement à 191 pays qui ont fourni pour ce rapport les indicateurs pour la situation des infirmiers par rapport à l'année 2018, ce qui prouve l'engagement qui commence bien sûr à s'améliorer. Le personnel infirmier recouvre à l'échelle mondiale 27 millions de personnes. La pénurie, elle est là, elle est planétaire, et de 5 à presque 6 millions de personnes en 2018. Le vieillissement du personnel de santé dans certaines régions menace la stabilité des effectifs infirmières. Et également, le nombre total des diplômés en soins infirmiers devrait augmenter de 8% par an en moyenne pour résorber la pénurie d'ici 2030. Dans 97% des pays, la durée minimale de la formation du personnel est de 3 ans. Mais les niveaux minimums de formation initiale et continue exigés du personnel infirmier varient beaucoup. Donc, les orientations futures des politiques relatives au personnel infirmier, le rapport, il met 10 actions clés. Accroître le financement en vue de former et de recruter les 6 millions supplémentaires. Les pays doivent renforcer leur capacité de collecte, d'analyse, d'utilisation des données relatives au personnel de santé. Et bien sûr, la mobilité et l'immigration du personnel infirmier doivent être suivies efficacement et gérées de façon responsable et éthique. Également, et ça c'est un point qui est très important, les programmes de formation initiale et continue doivent former un personnel infirmier qui doit être un moteur de progrès et suivre l'évolution, bien sûr, technologique. Le leadership et la gouvernance sont des aspects essentiels du renforcement du personnel infirmier.
Il reste les responsables de planification et les organismes de réglementation doivent optimiser l'apport de la pratique infirmière. Les décideurs, les employeurs, les organismes de réglementation doivent également coordonner leur action à l'appui du travail décent. Les pays doivent délibérément prévoir des politiques sur le personnel infirmier qui soient soucieuses de l'égalité des genres. Et bien sûr, la modernisation de la réglementation de la profession, le dialogue intersectoriel qui doit être mené par le ministère de la Santé des pays et les directeurs de soins infirmiers. Si on peut dire, les politiques sur le lieu de travail doivent cibler les entraves en maintien en poste du personnel infirmier. Elles doivent notamment soutenir les modèles de soins dirigés et les pratiques avancées en soins infirmiers. En termes de conclusion, ce rapport a présenté des données factuelles solides sur le personnel infirmier. Ces éléments, bien sûr, sont nécessaires pour soutenir le dialogue sur les politiques et faciliter la prise de décision et avancer sur la voie des objectifs, bien sûr, du développement durable. Donc, les gouvernements nationaux, avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux, doivent renforcer sur 3 points. On a le leadership, on a l'investissement dans la formation et bien sûr, il faut développer le personnel et optimiser le rendement. Merci à vous, chère équipe et chers collègues infirmiers, chers soignants de l'hôpital Mohamed VI, bien sûr de la réanimation, à tous nos infirmiers, à tout notre personnel, au laboratoire du CHU, bien sûr, pour le travail qu'ils font. Mille merci, nous allons gagner la bataille, Inch'Allah. Merci Siam, merci d'avoir respecté le temps et j'invite les autres orateurs à respecter également le temps pour qu'on puisse ne pas trop veiller. Mais c'est une soirée qui mérite d'y consacrer le temps qu'il faut. Voilà, donc la parole est au professeur Adil qui va nous parler du profil épidémiologique du Covid-19 au Maroc jusqu'à ce jour, puisqu'il bouge, on est encore en pleine activité. Professeur Adil. Merci professeur Harif, chers collègues, chers auditoires. Je suis honoré de participer à cette rencontre lors de la première journée internationale de l'infirmier. Et donc, ma présentation va concerner le profil épidémiologique de Covid-19 au Maroc. Voilà. Alors, il s'agit d'une maladie transmissible émergente qui est liée à une infection par une nouvelle variante du coronavirus. Donc, c'est la maladie Covid-19. Le virus, c'est le SARS-CoV-2. C'est une maladie qui a d'emblée commencé par un mode épidémique. D'ailleurs, le 31 décembre 2019, le bureau de l'OMS en Chine a été informé des cas de pneumonie d'origine inconnue. Et le 7 janvier 2020, le SARS-CoV-2 a été identifié par les autorités chinoises. Donc, si on fait la comparaison avec l'épidémie, première épidémie en 2002 du SARS-CoV-1, les choses sont déroulées très vite. Et ceci a été fait à juste titre parce que le 11 mars déjà, 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la nouvelle épidémie du coronavirus une pandémie mondiale, ce qui n'était pas le cas lors de l'épidémie de SARS-CoV-1. À ce jour, c'est-à-dire après 3 mois et demi, on a plus de 4,2 millions de cas cumulés au niveau mondial, plus de 2,4 millions de cas qui sont toujours actifs et non guéris. Malheureusement, plus de 288 000 décès à travers le monde et seulement 35% qui sont complètement guéris, avec un taux de létalité moyenne au niveau mondial égal à 6,7%. On va voir que ce taux de létalité il diffère en fonction des pays. Une prédominance masculine légère par rapport aux femmes. Et puis, un autre constat également important, c'est que les pays du Sud, notamment le continent africain, sont peu touchés par rapport aux autres continents. D'ailleurs, si on regarde un petit peu cette distribution spatiale,
on voit que les pays les plus touchés par l'épidémie sont les pays de l'Europe, les pays de l'Amérique du Nord et puis récemment la Russie. Alors que les pays du Sud, notamment les pays africains, sont moins touchés. Et ceci n'est pas seulement sur le plan nombre de cas, mais également sur le plan gravité et nombre de morts. Alors ceci est peut être partiellement expliqué, mais quand même, il y a beaucoup de questions qui demeurent et la recherche elle est encore ouverte pour expliquer un peu ce gradient nord-sud qui est cette fois-ci en faveur des pays du Sud. Alors, pour décrire un peu les caractéristiques épidémiologiques de cette nouvelle épidémie, donc on connaît maintenant l'agent pathogène, c'est le SARS-CoV-2 qui est un cousin il fait partie de la famille des coronavirus, un cousin de SARS-CoV-1 et de MERS-CoV qui apparaît en 2013. Le réservoir de virus, il est important de le connaître, c'est les personnes infectées, qu'ils soient malades, mais surtout symptomatiques. Et donc ça, c'est un peu la force, entre parenthèses, de ces virus, ce qui possède quand même un grand réservoir non contrôlé, à savoir les personnes asymptomatiques ou bien les porteurs sains. Concernant la transmission, initialement, on parle d'une zoonose, c'est-à-dire que le virus a échappé, il a traversé la barrière d'espèces à partir d'un animal, chauve-souris ou pangolin. Mais on ne sait pas vraiment, on ne sait pas exactement, ça peut être autre chose. Après, la transmission, elle est interhumaine, comme on sait, elle est directe par les gouttelettes salivaires, à travers la toux, éternuement, mais aussi à travers les surfaces parce que le virus il peut persister un certain temps sur les surfaces. Alors, concernant la transmission, un élément très important à savoir, c'est la vitesse de propagation du virus. Et comme on va voir dans la diapositive suivante, cette transmission est un peu approchée par un indicateur qui est le taux de reproduction de base, le R0, qu'on va voir. Donc, c'est le nombre moyen de cas générés par un sujet infecté, c'est-à-dire un sujet infecté, combien il va finalement infecter de personnes. Donc, c'est un indicateur très important en santé publique, car c'est un indicateur qui est composite. On regarde la formule de calcul de R0, c'est en fait, elle est composée, c'est une multiplication de 3 paramètres. D'abord, la transmissibilité, c'est-à-dire la probabilité d'être infecté ou bien la probabilité de contagion, et donc fois le nombre de contacts sociaux, c'est-à-dire l'interaction sociale, fois la durée de la période contagieuse, c'est-à-dire la durée pendant laquelle une personne infectée elle est contagieuse. Dans le cas du SARS-CoV-2, cette durée, ça commence environ 2 à 3 jours avant le début des symptômes, et donc ça peut déborder jusqu'à 10e, voire 15e jour après le début de symptômes. Donc, c'est un indicateur qui va permettre d'évaluer, de suivre les actions entreprises en termes de santé publique. Et donc, on peut agir sur la transmissibilité, par exemple, par l'obligation du port des masques et les mesures d'hygiène, sur le nombre de contacts sociaux par les mesures de distanciation et de confinement. Et puis, concernant la durée de la période contagieuse, si on ne peut pas agir parce qu'on ne dispose pas de médicaments efficaces sur la survie du virus, au moins, c'est à travers l'isolement des cas et des contacts qu'on pourra agir également sur cette durée. Donc, le R0, c'est en fait, il est mesuré au début de l'épidémie, c'est-à-dire pendant la phase exponentielle. Et donc, s'il n'y a aucune mesure d'intervention de santé publique ni aucune immunité, le R0, au départ, il est égal, c'est un chiffre entre 2 et 4. Et donc, c'est supérieur au chiffre de la grippe saisonnière. Maintenant, après, on ne parle plus de R0, mais on parle de RT, c'est-à-dire le R à un instant T. Et donc, quand le RT il est supérieur à 1, alors à ce moment-là, l'épidémie il est toujours en expansion, il est toujours actif. Quand le RT est inférieur à 1, alors à ce moment-là, l'épidémie, on sait que l'épidémie est en voie d'extinction parce que le RT il est inférieur à 1. Si par exemple 10 patients vont contaminer 8, par exemple, et après les 8 vont contaminer un chiffre qui est inférieur, et donc au fur et à mesure du temps, l'épidémie va disparaître.
Toujours dans les caractéristiques de cette maladie nouvelle, l'ordre réceptif, c'est-à-dire l'histoire naturelle de la maladie, on sait jusqu'à maintenant et de façon un peu globale que les porteurs asymptomatiques sains constituent 30% des cas, les formes simples à modérées constituent 56% des cas et les formes sévères, voire critiques, constituent 14% des cas. Aussi, concernant l'immunité post-infection, il est toujours incertain. Et selon quelques études, il reste seulement 1 à 2 mois après l'infection. Enfin, pour les facteurs de risque, il y a les facteurs de risque de transmission, c'est-à-dire ils sont liés au non-respect des mesures, et puis les facteurs de risque de forme grave et de décès, qui sont l'âge, la comorbidité, etc. Qu'en est-il de la situation au Maroc? Alors, le premier cas confirmé au Maroc, c'était le 2 mars 2020. Le deuxième cas confirmé, c'était le 4 mars 2020. Et à ce jour, c'est-à-dire après 2 mois et demi environ, on a plus de 6400 cas cumulés et 188 décès malheureusement. Le taux de létalité au Maroc, il est environ de 3%, donc il est largement inférieur à celui du niveau mondial. Et ça peut s'expliquer de différentes manières, on va voir tout à l'heure. Le taux d'incidence cumulé, il est de 179 nouveaux cas par million d'habitants. Et puis, on a jusqu'à maintenant plus de 3200 malades qui sont non déclarés guéris, c'est-à-dire qui sont toujours hospitalisés ou bien isolés dans les structures de soins. Regardons la courbe épidémique des nouveaux cas COVID-19 au Maroc. C'est une courbe qui est intéressante à regarder. D'abord, l'allure de la courbe, on peut voir que cette courbe, elle est composée de vagues successives. On peut dire que chaque vague est la fille de la vague précédente. Et donc, au début, les vagues s'en suivent de manière en s'agrandissant. Et ça témoigne que le RT, il est supérieur à 1 parce que chaque vague donne naissance à une vague qui est plus grande. Et donc, chaque patient infecte plus d'un patient. C'est ça l'explication. Et actuellement, on ne sait pas, on ne peut pas se prononcer vraiment sur la vague actuelle, mais il a une tendance à l'aplatissement. Ça veut dire que le RT, il est vraiment proche de 1. J'ai ajouté également dans ce schéma certaines dates un petit peu clés quand même pour nous au Maroc. La première date, le 9 mars, c'est la date de suspension du vol Maroc-Italie. Le 13 mars, c'est la suspension des cours au niveau des établissements scolaires et universitaires. Vers le 15 mars, suspension des vols internationaux, puis la fermeture des lieux publics, cafés, restaurants, salles de sport, salles de cinéma et mosquées, etc. Et puis, le 20 mars, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Et enfin, vers le 7 avril, l'obligation du port de masque par tout le monde. Et donc, je peux dire que ces interventions-là étaient vraiment venues au moment opportun. Et le scénario aurait pu vraiment, avec un R0 est égal à 2 seulement, beaucoup plus catastrophique qu'il est actuellement. Concernant la distribution régionale marocaine, 4 régions toujours qui sont les plus actives concernant cette épidémie. La première, c'est la région Casa-Stade, suivie par la région Marrakech-Safi. Puis, à pied d'égalité, la région de Fès-Meknès et la région de Tanger, Tétouan, El-Hoceima. Et bien sûr, il faut noter qu'il y a des régions avec 0 cas, notamment Dakhla ou Dahab, et des régions avec peu de cas, comme l'Ayoun, Gulmim et également la région de l'Oriental. Concernant la répartition des cas au Maroc en fonction de l'âge, en examinant cet histogramme, on remarque que les tranches d'âge les plus fréquentes, ce sont les tranches d'âge qui restent jeunes quand même. Et donc, ça peut expliquer le faible taux de mortalité chez nous au Maroc. Concernant l'histoire naturelle ou bien la présentation clinique globale de la maladie au Maroc, selon des statistiques un petit peu plus anciens, on a 17% quand même de cas modérés et 5% de cas critiques à sévères. Mais actuellement, les cas critiques sont inférieurs à 2%. Et donc, ça prouve que la prise en charge s'est améliorée au fur et à mesure du temps.
c'est justement, on regarde cette courbe qui montre l'évolution de la mortalité par Covid-19 au Maroc. On remarque que même si le nombre de cas s'est augmenté au fur et à mesure du temps, mais le nombre de morts, c'est-à-dire la mortalité, il a chuté, il a carrément chuté. Et d'ailleurs, depuis 2 jours, on a zéro cas de décès. Et cela peut s'expliquer notamment par l'amélioration de la prise en charge au niveau de la réanimation, mais aussi de la prise en charge précoce des malades, et ceci grâce au dépistage qui est également précoce. Et justement, ce dépistage s'est beaucoup amélioré récemment, et ceci parce que d'abord, grâce à l'extension de centres et de laboratoires de dépistage au Maroc. Donc, on fait plus de tests de dépistage, mais aussi grâce à l'élargissement des définitions des cas qui sont devenus plus larges et donc plus sensibles. Et donc, on inclut beaucoup plus du monde. Et donc, ça permet vraiment de dépister le maximum de personnes suspectes. Concernant un autre indicateur important, c'est le taux de positivité des cas, c'est-à-dire le pourcentage des cas positifs parmi les cas dépistés. On regarde également que ce taux a tendance à diminuer au fur et à mesure du temps. Et ceci donc est lié justement à la stratégie du ministère de Santé qui vise quand même le traçage et le suivi de tous les cas contacts et de leurs contacts. Et donc, c'est naturel que ce pourcentage diminue. Mais j'aimerais bien noter également ici un autre point important, que les cas actuellement la majorité des cas qui sont découverts positifs actuellement, ce sont des cas qui sont repêchés parmi les cas qui ont été des contacts. Et donc, ça montre qu'on n'a pas vraiment de transmission communautaire et que le suivi des contacts, il est vraiment sous contrôle. Donc, en conclusion, il y a 3 constats actuellement. D'abord, l'épidémie au Maroc, elle est maintenue en phase 2, donc sans passage à la phase 3. Deuxièmement, notre système de soins n'a pas été débordé et donc ça a été l'objectif justement du confinement et de l'aplatissement de la courbe épidémique. Et troisième constat, c'est que nous avons une mortalité qui est très basse par rapport à celle qui est observée dans notre pays. Donc ceci, bien sûr, et la résultante de la riposte adaptée, efficace, bien sûr, tant sur le plan politique que sur le plan de santé publique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les efforts acharnés de nos personnels soignants qu'il faut vraiment saluer. Alors, une dernière petite question s'impose quand même, c'est la question de déconfinement. On ne peut pas ne pas parler de déconfinement, surtout que la date s'approche du 20 mai. Alors, d'abord, ce déconfinement, moi je le vois comme une levée progressive des mesures appliquées, c'est-à-dire mesure par mesure. Déconfinement, ça ne veut pas dire que les autres mesures ne vont être enlevées. Et puis, il faut commencer par les régions froides. Qu'est-ce que ça veut dire froide? En se basant justement sur des critères scientifiques. Le premier critère, c'est une diminution du RT qui doit être vraiment inférieur à 1. Et il y a même qui parle d'un RT inférieur à 0,7 pour plus de sécurité. Deuxième indicateur, c'est les cas actifs doivent être inférieurs à 5 cas par 100 000 habitants et par semaine. Et bien sûr, ces deux paramètres doivent être stables, c'est-à-dire une stabilisation de ces 2 paramètres pour une durée au moins de 15 jours. Un troisième critère, c'est le taux de létalité qui est inférieur à 3,6, et ça, on l'a déjà. Proportion des formes sévères et critiques qui est inférieure à 10%, et ça, vraiment, on est dans cette situation. Et dernier critère qui est la capacité en réanimation qui ne doit pas être dépassée, et ça, vraiment, on n'est pas dans cette situation. Donc, pour conclure, nous sommes sur la bonne voie, mais il faut continuer. On n'est pas vraiment sorti d'affaire. C'est un effort qui doit être continu et acharné. Mais si on continue nos efforts de la même façon, la situation sera, Inch'Allah, très bien vite résolue. Et je vous remercie. Mais c'est peut-être continuer la modération.
C'est autour donc, de la communication, les produits hydroalcooliques, de la fabrication à l'utilisation. Docteur Rajouni, Fatima Zahra, à vous la parole. Juste si vous permettez, si Oui. vous permettez aux orateurs, merci de défiler par le clavier et pas par la souris parce que ça abîme les diapos. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, on n'avait pas un spammer avec nous qui s'amusait sur les diapositives, c'était juste docteur professeur Nejdi qui... Voilà, c'est plus... Tout à fait, oui. Ça marche, c'est plus rassurant. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'accord, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Donc, merci professeur Harib, merci monsieur le doyen, merci à l'équipe organisatrice de m'avoir associé à cet événement aussi important. Donc voilà, je vais partager le... Donc voilà. C'est bon? C'est en cours, c'est bon. C'est bon? C'est bon, oui. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter brièvement les produits hydroalcooliques de la fabrication jusqu'à l'utilisation. Ainsi, mon intervention s'organise comme indiqué dans le slide. Donc, il y a l'introduction après les formes galéniques, ensuite la composition et ensuite le protocole de préparation d'une solution hydroalcoolique. Ensuite, un bilan des réalisations de CHI, puis les précautions d'emploi, puis foire aux questions. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien préciser la différence qui existe entre les désinfectants et les antiseptiques. Donc, selon la norme AFNOR, 10e édition de la pharmacopée, les désinfectants et les antiseptiques sont des produits utilisés pour tuer ou stopper la croissance des micro-organismes, comme les bactéries, les virus et les champignons. Donc, ces sont généralement confondus. Leur usage est pourtant différent. Le désinfectant s'utilise sur des surfaces inertes. Par contre, l'antiseptique s'utilise sur les tissus vivants, comme la peau saine, les muqueuses ou les plaies. Qu'est-ce que c'est un produit hydroalcoolique? Le mot hydroalcoolique est composé de deux mots. Hydro, c'est-à-dire l'eau, et alcoolique, c'est-à-dire l'alcool. Donc, les produits hydroalcooliques sont des mélanges d'eau et d'alcool contenant normalement 60 à 90% d'éthanol ou d'isopropanol. Les produits hydroalcooliques sont des antiseptiques pour les mains et entrent dans la catégorie des produits biocides de type 1, c'est-à-dire des produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Ils agissent par contact direct et mécanique par friction et s'utilisent sans rinçage. Aujourd'hui, l'usage du produit hydroalcoolique avec le lavage des mains à l'eau savonneuse est au cœur de la stratégie de lutte contre le coronavirus. Concernant les formes de produits hydroalcooliques se présentent sous plusieurs formes. Premièrement, les solutions hydroalcooliques, ce sont des solutions permettant une antisepsie sans rinçage. Il y a aussi les gels hydroalcooliques, sont des préparations semi-solides ayant les mêmes propriétés que celles des solutions. Ensuite, il y a des mousses et des lingettes. Pour ce qui est de leur composition, les produits hydroalcooliques renferment 4 principaux constituants. Premièrement, l'alcool, qui est le principe actif. Cet alcool doit être miscible dans l'eau. Et la plupart des produits hydroalcooliques contiennent soit de l'éthanol, soit de l'isopropanol, ou un mélange des deux. Donc, l'activité antimicrobienne de l'alcool est assurée par son capacité à dénaturer les protéines des micro-organismes. Ensuite, on trouve le deuxième composant qui est l'eau. L'eau est un constituant essentiel des produits hydroalcooliques. Il a un rôle de potentialisation de l'action des alcools. Ensuite, le troisième composant, c'est la glycérine ou glycérol,
est un humectant qui permet de lutter contre le dessèchement et d'améliorer la tolérance cutanée des produits hydroalcooliques. On trouve aussi l'eau oxygénée qui se trouve seulement dans les solutions et c'est un inactivateur du sport existant dans la solution et aussi dans les flacons. Aussi, on trouve un gélifiant qui se trouve dans les gels, c'est un composant dispersé ou solubilisé. C'est un polymère responsable de la structure du gel. Concernant le protocole de préparation des solutions hydroalcooliques, je vous invite à regarder ce photo GIF qui se réfère au protocole de fabrication recommandé par l'OMS. Donc, pour tenir 5 litres de solution hydroalcoolique, il faut mélanger 4,15 litres d'alcool plus 20,8 ml d'eau oxygénée et 7,25 ml de glycérine et on complète à 5 litres d'eau. Donc voilà la préparation, c'est au niveau du CHU, au niveau de l'atelier de CHU. Donc ensuite, il faut répartir. Donc voilà, on mélange encore et on vérifie après le degré alcoolique et un dosage semi-quantitatif de peroxyde d'hydrogène. Ensuite, on fait la répartition de la solution. D'accord? Donc, la répartition, il faut attendre 62 heures avant d'utiliser. Enfin, l'étape de l'étiquetage, on utilise de préférence des étiquettes autocollants. Donc, il faut être vigilant aux conditions de stockage et éviter de produire une étincelle à leur niveau. Donc, c'est le produit final. Donc, concernant le bilan de réalisation de la période mars-avril, le CHU a pu, par ses propres moyens, fabriquer entre 500 gels et 480 flacons de solution. Donc, comme ce produit pharmaceutique, il y a des précautions de son emploi, à savoir éviter le contact de l'œil avec la solution hydroalcoolique. En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau. Les porteurs de lentilles éviteront d'utiliser avant de mettre leurs lentilles. Pour les enfants, favoriser le lavage des mains à l'eau et au savon. Ne pas utiliser sur des mains visiblement sales ou souillées, des mains poudrées ou des mains mouillées, car la solution sur des mains mouillées est alors diluée et son effet est diminué. Il y a aussi ne pas utiliser après un contact avec un patient atteint de parasitose, comme la gale ou les peaux. Donc ici, il y a le lavage est impératif. Bien fermer les flacons pour éviter l'évaporation de l'alcool et tenir éloigné des sources d'incendie comme des flammes et des étincelles. Concernant les techniques d'utilisation, je vous invite à regarder une vidéo donc, sur les techniques de la fraction de solution hydroalcoolique. Donc, sur des mains propres et sèches, on remplit le creux d'une main avec 3 ml de la solution hydroalcoolique. Donc, ensuite, paume contre paume par moment de rotation. Ensuite, paume de la main droite sur le dos de la main gauche avec les doigts emboîtés et vice-versa. Les doigts, on les... D'accord. Les doigts en les tenant dans la paume de la main opposée avec un moment d'aller-retour latéral. Fraction circulaire du pouce droit dans la paume gauche et vice-versa. Ensuite, le poignet droit et poignet gauche. La procédure entière peut durer jusqu'à 30 secondes. Donc, on passe maintenant à la foire aux questions. Il y a plusieurs questions qui sont posées par les gens. Donc, j'essaie de rassembler
environ 15 questions. Donc, la première, et les solutions sont-elles plus efficaces que les gels? Non. Une étude montre que les gels sont aussi efficaces que les solutions, à condition que la teneur en éthanol soit supérieure à 70%. Deuxième, pourquoi ne pas utiliser de l'alcool à 60 degrés? Ça coûtera moins cher. L'alcool seul est très desséchant et très volatile, ce qui diminue le temps de contact. Puis-je utiliser les solutions hydroalcooliques si j'utilise des gants poudrés? Non. Après le port des gants poudrés, il faut se laver les mains pour éliminer la poudre résiduelle. Au bout de combien de frictions faut-il se laver les mains? Il n'y a rien de systématique. Un lavage des mains sera nécessaire en fonction des personnes, en fonction des types de solutions hydroalcooliques, en général après 4 ou 5 applications. Quelle est la durée de conservation d'une solution hydroalcoolique une fois ouverte? La durée de conservation dépend de votre solution hydroalcoolique, en général entre 1 mois et 6 mois. Puis-je utiliser les solutions hydroalcooliques pour désinfecter mon stéthoscope? Non. Les solutions hydroalcooliques sont indiquées pour le traitement hygiénique des mains, pas pour la désinfection du matériel. Les solutions hydroalcooliques sont-elles toxiques ou cancérigènes? Non. On peut dire qu'il n'existe pas de risque particulier et selon un rapport de la SAPS, l'analyse effectuée par la SAPS n'a pas pu identifier un risque sanitaire supplémentaire cancérogène ou reprotoxique ou neurotoxique. Pardon? Par voie cutanée ou inhalée. Y a-t-il un risque de passage de l'alcool dans le sang? Oui, mais très faible. Les données scientifiques montrent que la quantité d'alcool absorbée est négligeable et se situe au-dessous du seuil de toxicité humain. Peut-on utiliser les solutions hydroalcooliques chez les femmes enceintes? Oui, il n'existe pas de contre-indications chez les femmes enceintes. Les solutions hydroalcooliques sont-ils toxiques par ingestion? Oui, une publication présente un cas d'une tentative de suicide. Donc, attention aux solutions hydroalcooliques dans les chambres en fonction de l'état psychologique des patients. Puis-je utiliser une crème hydratante? Oui, elle contient des émollients et entraîne moins de sécheresse et d'irritation de contact que non. Puis-je utiliser une crème hydratante? Oui, on peut utiliser une crème hydratante. La solution hydroalcoolique est-elle efficace dans toutes les situations? Oui, seules 2 exceptions sont à noter, Clostridium difficile et la gale. Donc, la solution hydroalcoolique n'est pas efficace sur la gale. Puis, j'utilise la solution hydroalcoolique si je suis musulman. Oui, une synthèse sur ce sujet publiée dans la revue scientifique britannique la Lancet précise que les médicaments contenant de l'alcool sont autorisés. Les personnes en sevrage alcoolique peuvent-ils utiliser les solutions hydroalcooliques? Oui, mais il n'existe pas de contre-indication à l'utilisation de solutions hydroalcooliques chez des personnes en sevrage alcoolique, mais il faut éviter de laisser ces produits à leur portée. Finalement, on peut conclure que les produits hydroalcooliques sont indispensables par leur action préventive durant cette période de pandémie COVID-19. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatem Zahra. On voit bien que présentation faite par des pharmaciens très pratiques et très pratico-pratiques. Et c'est un plaisir de voir ces choses-là produites par le CHU. Et peut-être il y a des gens qui demandent la formule pour la produire au niveau de leurs hôpitaux également.
Donc, on va écouter la dernière présentation qui va être faite par Si Moussaoui sur les investigations d'un sujet contact avec un suspect, avec un patient Covid-19 ou suspect sur le terrain. Si Moussaoui. Alors, bonsoir tout le D'accord, monde. bonsoir. Bonsoir. Juste J'aimerais bien, en attendant de montrer la présentation, j'aimerais bien profiter de cette occasion de la journée mondiale, la journée internationale des infirmiers, de les féliciter, de les saluer, de saluer toutes les personnes de l'infirmier de notre province Tanger passées là, pour les efforts engagés et leur engagement pour combattre cette pandémie Covid-19. Alors, ma présentation va concerner la gestion des contacts Covid-19. Cette gestion qui est très importante, comme a dit le professeur Adil, pour dépister des cas précoces, pour dépister et pour ne pas tarder, c'est-à-dire ne pas tarder la prise en charge. Alors, pour le processus d'identification de ce sujet contact doit être lancé dès le classement du patient en cas possible. C'est-à-dire que tous les sujets contacts doivent être classés selon le niveau de risque. On classe c'est-à-dire les risques pour nous en trois catégories, c'est-à-dire le risque élevé, risque modéré, risque faible. Le risque élevé qui est très important pour notre investigation, c'est les personnes qui ont en contact, c'est-à-dire le contact étroit. C'est quoi le contact étroit? C'est toute personne ayant partagé le même lieu de vie que les cas confirmés. C'est toute personne qui a eu un contact direct avec un cas confirmé en face à face, au moins d'1 mètre ou pendant plus de 15 minutes. C'est toute personne qui a un contact direct avec un cas confirmé en face à face au moment d'une toux ou d'un éternuement ou lors d'une discussion, quelle que soit la distance ou la durée. C'est toute personne qui a un contact intime avec un cas positif. Ce sont des collègues proches de classe ou de bureau. Les personnes ayant partagé avec le patient un transport collectif de manière prolongée. Les personnes de santé ayant prodigué des soins à un cas confirmé en l'absence de moyens de protection adéquates, y compris les ambulanciers aussi. C'est le personnel de laboratoire qui fait des manipulations, des prélèvements biologiques d'un cas confirmé en l'absence toujours des moyens de protection adéquats. Pour le classement de ces contacts, on fait, c'est-à-dire après la positivité d'un cas confirmé, on fait une évaluation de risque, c'est-à-dire les équipes d'intervention rapide et l'unité de veille qui est le noyau de ces équipes fait une classification ou bien une évaluation des risques pour enlever c'est quoi le risque élevé, c'est quoi le risque modéré, c'est quoi le risque faible. Alors pour le risque élevé, c'est le contact étroit comme on a cité ci-dessous. Et aussi les personnes ayant présenté une ou des expositions à risque d'infection par le COVID-19 commune avec le cas confirmé, sans nécessairement avoir des contacts étroits avec le cas confirmé. C'est le cas exposé. C'est-à-dire, par exemple, on a deux amis qui arrivent dans une zone qui connaît beaucoup de cas positifs. Le premier cas positif qui arrive avec son ami qui est en deuxième, ce n'est pas un contact qui est étroit, mais c'est un contact qui est co-exposé. Pour les risques modérés, c'est être dans un même environnement intérieur, par exemple, salle de l'hôpital, où a été une personne avec un COVID-19 symptomatique confirmé pendant une période prolongée, mais ne répond pas à la définition de cas de contact étroit. Personne ayant un contact ponctuel, étroit ou prolongé avec patient confirmé à l'occasion d'une fréquentation d'un lieu public.
Le risque faible, c'est l'interaction ponctuelle avec une personne présentant une infection à COVID-19, symptomatique confirmée, qui remplit aucune condition ci-dessus. Par exemple, marcher près de la personne, être brièvement dans la même pièce. Alors, par exemple, on apprend cette photo d'un navire pour faire l'évaluation de risque. Alors, comme vous voyez, c'est le rouge, c'est le malade infecté à bord. Pour les personnes vertes, ce sont les personnes à risque élevé, c'est-à-dire les personnes qui sont proches de personnes positives. Les contacts qui en bleu sont des personnes modérées et les personnes qui en restent, c'est-à-dire les blancs, sont à risque faible. Alors, pour la gestion de ces contacts, on fait une gestion, c'est-à-dire la prise en charge de ces contacts. On a deux prises en charge. C'est l'isolement d'un contact. Prochain slide, madame. Alors, pour la gestion des contacts, on a deux prises en charge. C'est l'isolement d'un contact pour la quarantaine. Pour l'isolement d'un contact, c'est la séparation de personnes identifiées comme contact des autres personnes non contact. Elle peut être volontaire ou obligatoire. Pour la quarantaine d'un contact, c'est la séparation obligatoire et contrôlée dans une structure dédiée d'une personne identifiée comme contact des autres personnes qui n'ont pas été exposées. Pour le type de surveillance, on a deux types de surveillance. On a une autosurveillance, c'est-à-dire au début lorsqu'elle a été la définition de cas, avant de changer la définition de cas pour les cas positifs, on a une autosurveillance, c'est-à-dire que les personnes, les contacts faits des mesures biquotidiennes de la température via un thermomètre strictement personnel et la vigilance vis-à-vis de signes cliniques et évacuateurs de cette COVID. Le deuxième type de surveillance, c'est le suivi actif. C'est signifie que les équipes d'intervention rapide qui font le suivi quotidien de ces personnes, surtout les contacts qui ont à haut risque. Maintenant, on a, avec la nouvelle circulaire, on fait le prélèvement de tous les contacts qui ont un risque élevé. Alors, pour résumer cette gestion de contact avec cet algorithme, si on a un cas possible, ou bien on fait des analyses virologiques, c'est les analyses négatives. Alors, on donne des traitements symptomatiques. C'est les prélèvements positifs. Et c'est là on commence l'identification des contacts. L'identification des contacts se pose sur deux choses. Première chose, c'est en coordination avec les autorités locales. On fait l'identification de tous les contacts qui ont à haut risque. En même temps, avec l'interrogatoire de nos équipes de l'unité du veille, qui fait l'interrogatoire pour le circuit de ce cas positif. Après, on fait l'évaluation du risque et comme ça, on fait nos investigations pour faire des prélèvements ou bien faire l'isolement volontaire. Alors, avant de terminer, j'aimerais juste vous donner quelques chiffres pour le travail qui est fait par les équipes d'intervention rapide chaque jour. On a une moyenne de 35 appels par jour pour les contacts. On a plus de 25 clusters suivis par nos équipes. On a aussi le nombre de contacts suivis par ces clusters, c'est plus de 350 positifs. On a le nombre de contacts, plus de 2500 contacts qu'on a été suivis dès le début. La moyenne des sorties qui est faite par les équipes d'intervention rapide, c'est 15 sorties par jour. Et j'aimerais féliciter nos équipes, les équipes d'intervention rapide et même les équipes de CES qui font le suivi des contacts. Et merci. Merci beaucoup et bravo pour le travail formidable que vous faites tous les jours. Vous êtes vraiment première loge et ça fait plaisir.
de voir l'engagement collectif pour lutter contre ce mal qui... Mais il faut dire que, comme a dit Sinjdi, on ne se sort pas trop mal jusqu'à maintenant. Il faut qu'on tienne bon jusqu'à ce qu'on arrive à vaincre, sachant que la situation, sachant que le déconfinement peut être dangereux. Et l'histoire a montré que certaines périodes où le déconfinement a été fait de manière hasardeuse étaient mortelles. Alors, on est en retard un peu. On peut prendre quelques minutes ou quelques questions rapides. En tout cas, toutes les présentations ont été félicitées par les participants et c'est tout à fait mérité. Vous avez fait d'excellentes présentations, bien documentées. Je ne sais pas, j'ai pas vu de questions franches sur une des présentations. Plutôt des demandes demandes de formules de la solution hydroalcoolique. La production de solution alcoolique a été faite par c'est Bahri, monsieur ou madame Bahri, qui dit: est-ce que vous disposez de vidéos pédagogiques sur le protocole de préparation de solution hydroalcoolique? Je ne sais pas si madame Rajouani a le protocole. Elle avait fait un film en fait, mais pour des raisons techniques, on n'a pas pu le présenter. Madame Rajouani, vous avez une réponse à cette question? Oui, professeur. La question, professeur? Est-ce que vous disposez d'une vidéo pédagogique sur le protocole de préparation des solutions hydroalcooliques? Oui, on a un protocole, mais déjà, on a conversé en image GIF. D'accord. Il y a quelqu'un qui pose la question. Donc, oui, on a un protocole de... C'est le protocole de l'OMS. Alors, le protocole OMS nous rappelle, Madame Florence Rochon, je Madame pense. Florence Oui. Rochon nous rappelle qu'il est né à Genève, aux hôpitaux universitaires de Genève, qui était un vrai modèle je dirais, de bonnes pratiques. Et j'espère qu'il va nous contaminer avec ces bonnes pratiques. Et qu'on ait un programme peut-être collaboratif pour développer les soins infirmiers, en particulier dans notre région du Nord. Et je ne sais pas si Madame Rochon peut nous dire un mot à propos de votre expérience de solution hydroalcoolique ou de votre dynamique locale. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir Florence. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Je pense qu'il y a professeur Harif qui vous a adressé la parole pour présenter. Votre pour expérience, discuter, oui. Voilà. Dans votre expérience de pratique infirmière, où vous avez dit que la solution hydroalcoolique était née à Genève, en fait. Et je donnais l'exemple de Genève comme un modèle de développement. Et voilà, je voulais avoir votre retour. Et surtout, je voudrais que, comme j'ai parlé de contamination, je voudrais que vous contribuiez, je pense que vous le faites déjà, mais on pourrait faire peut-être de manière un peu plus formelle, aider au développement des soins infirmiers dans notre région. Florence? Oui, Florence. Oui, donc j'ai eu la chance pendant 3 années de participer au développement des soins infirmiers au Maroc avec l'association La Salma, puisque nous avions un partenariat et j'ai eu le plaisir de former et de soutenir l'expertise des infirmières en oncologie. Donc, pourvu que ça puisse repartir, ça serait une chance en tous les cas pour la région de Tanger. Je disais donc que le professeur Piquet, qui a été un des développeurs surtout de la solution hydroalcoolique, on a offert la formule à l'OMS ces derniers temps sur plusieurs chaînes de télévision françaises. On en a beaucoup entendu parler parce qu'il serait à ce jour, en tous les cas, un multimillionnaire par jour au vu de la consommation du gel hydroalcoolique pour les infirmières et tous les soignants. Je ne sais pas aussi si vos mains sont aussi fragilisées
que le nôtre, mais à force de se laver les mains avec cette solution pendant peut-être des dizaines de fois par jour, c'est vrai que les mains souffrent énormément et c'est bien de mettre une crème hydratante parce qu'on souffre beaucoup. Tout à fait. Alors, nous avons une présentation tout à l'heure du professeur Glouj à propos des risques liés aux mesures de protection qu'on fait aujourd'hui, et notamment le lavage répété des mains et les agressions que cela peut générer. Alors, il y a une question de Madame de Soussane, Dr Soussane, déléguée médicale et pharmaceutique de la région du Nord, qui, je pense, une question adressée au professeur Nejdi à propos du déconfinement éventuel, comme cité sur une des slides, qui sera par ville froide, entre parenthèses. Cela veut dire quoi et comment? C'est à dire. Merci, professeur Harif. Alors, justement, le déconfinement, en fait, ça va finalement venir un jour ou l'autre. Mais comment le faire sans prendre de risques? C'est ça la question. Alors, en regardant la carte marocaine, on voit que les régions marocaines ne présentent pas l'épidémie de la même manière. Donc, il y a quand même 4 régions qui sont toujours où l'épidémie est trop active. Et donc, on ne peut pas envisager le confinement pour le moment. Et donc, le cas où le confinement sera envisagé, c'est pour les régions où, comme j'ai dit, les régions froides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire froide? En fait, c'est sur des critères épidémiologiques, notamment un taux de reproduction RT qui doit être confirmé inférieur à 1 et de manière stable, c'est-à-dire sur une durée de 2 semaines. Et puis, une incidence qui est inférieure à 5 cas par 100 000 habitants par ville. Donc, ça, c'est les 2 critères épidémiologiques. Et bien sûr, la diminution de la gravité et de la mortalité. Et donc, je pense qu'il y a des régions marocaines qui s'apprêtent finalement à cette définition, à ces critères. Et donc, on va voir les autorités après le 20 mai si ces critères sont stables. Mais dans tous les cas, le déconfinement ne sera pas brutal. Dans tous les cas, même pour les villes candidates, le déconfinement, ça veut dire certaines catégories professionnelles pourront regagner leur travail. Et donc, mais sans bien sûr atteindre aux autres mesures, notamment la distanciation, le port de masque et les autres mesures. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci. Et peut-être que le Maroc, comme à l'accoutumée, il va apprendre aussi des modes de déconfinement. Aujourd'hui, en Europe et un petit peu dans le monde entier, on est en train de déconfiner. Donc, on va sûrement réanalyser. C'est le modèle dont tu as parlé, Sinjdi. En France, ils ont mis des sortes de cartographie, effectivement, en prenant en considération tous ces périmètres. Les gens qui travaillent, ils ont obligé que dans l'espace de travail, au moins 4 mètres carrés de possibilité de distanciation dans les lieux de travail, le port de masque obligatoire dans les lieux publics et dans les transports publics. Il faut voir qu'est-ce que cela, puisque nous avons encore plus d'une semaine, pratiquement une dizaine de jours, ou enfin, non, on a à peine une semaine, mais on va voir un peu ce que cela a impacté sur le plan épidémiologique et peut-être apprendre des choses. Exactement. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si professeur Ahlad, si vous avez une remarque avant de donner la parole au modérateur de la deuxième session. Non, ça va, il y a d'autres questions qui viennent, mais je crois qu'à mon avis, on va passer à la prochaine. Tout à fait, monsieur le doyen. Merci beaucoup au modérateur, monsieur le directeur et monsieur le doyen. Merci aux orateurs. Et on passe à la deuxième session. On passe dans le vif, on rentre dans le vif du sujet, la prise en charge des patients Covid positifs, du bilan radiologique, passage en réanimation jusqu'à la prise en charge des complications cardiaques des traitements. Donc, je donne la parole au modérateur, professeur Olmate et professeur Khallouk. Merci. Merci.